Mars 2011. Les gouvernements, les plus grandes instances du monde du sport, viennent de rentrer en guerre contre les dérives des paris en ligne. C'est une guerre d'un nouveau genre, hautement technologique et d'une infinie complexité. Son impact est global car toutes les disciplines sportives sont à la merci des fraudes. Mais c'est le football qui concentre toutes les inquiétudes. Il représente à lui seul 50% des actes de paris dans le monde. Les paris en ligne devaient être la nouvelle manne financière du sport. Sponsoriser les clubs, les athlètes, les compétitions. Mais ils sont devenus une machine infernale. La porte pour tous les dangers. Des autorités internationales jusqu'au dernier maillon de la fédération, tout le monde a compris que les paris sont un cancer pour le sport en général et pour le football en particulier. C'est impressionnant parce que toutes les semaines, il se passe quelque chose. Moi, il y a une chose qui m'a marqué, c'est que Rogue, dans son bureau, sur 3 quarts d'heure d'entretien, a bien dû me parler de paris sportifs pendant 40 minutes. La Gazzetta dello Sport est la Bible du sport en Italie. Au sein de sa rédaction, un journaliste enquête depuis des années sur les rouages criminels du monde du football. Le scandale des paris n'est pas une nouveauté en Italie. Il y en a eu beaucoup par le passé. À l'époque, l'émission télévisée la plus célèbre d'Italie s'appelait Novantesimo Minuto. C'était la seule émission qui retransmettait les buts à la fin des matchs sur Rai Uno, la chaîne nationale. Et un jour, à la place des buts, l'émission a montré des véhicules de police en train d'envahir les stades. Des stades aussi importants que l'Olympique de Rome ou le stade de Milan, pour aller arrêter les footballeurs. On a vu les footballeurs sortir des vestiaires menottes au poignet. Et ça ne s'est pas arrangé avec les années. Les paris illégaux continuent, les rumeurs persistent, et s'il n'y a pas de preuves, il y a des soupçons. Par exemple, quand Naples perd le championnat en se faisant battre à domicile par le Milan dans les derniers jours d'une compétition qu'il domine depuis le début. Une des nombreuses rumeurs qui circulent, même si elle reste contenue, c'est que cette défaite à domicile a été ordonnée par la Camorra, car elle avait recueilli trop de mises sur la victoire de Naples et n'aurait pas pu payer. Elle aurait donc dit à Naples, eh bien, vous devez perdre, c'est le Milan qui doit gagner. Esce Maradona, zoppicante, hai chiesto la sostituzione a un certo punto per stiramento. È andato tutto male, Diego. Sì, è andato tutto male anche perché il Milan oggi ha fatto una grandissima partita, ha vinto meritatisssimamente. Les liens entre les joueurs de Naples et la Camorra sont avérés. Ce ne sont pas des légendes. Il y a des preuves, des photos de Maradona chez les parrains de la Camorra. De très nombreux joueurs étrangers ont été approchés par les parrains de la Camorra. Ils étaient témoins à leur mariage, ils étaient invités chez eux. C'étaient des rois qui fréquentaient d'autres rois. Entre guillemets, les rois du crime. Donc, depuis toujours, le phénomène des paris clandestins, qui brassaient tant de millions, voire des milliards de lire à l'époque, était contrôlé par la Camorra. En légalisant les paris en ligne, les gouvernements pensaient faire coup double. Limiter la corruption et se garantir des taxes extrêmement lucratives.
Ils se sont trompés. Internet a tout changé. Avec 400 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an, la nouvelle suprématie des sites de paris en ligne a modifié l'économie du sport au-delà de ce qu'ils pouvaient imaginer. Aujourd'hui, perdre un match peut rapporter bien plus à un joueur que de le gagner. C'est un combat, c'est vrai que je fais un appel aussi aux joueurs, parce que les joueurs, c'est les protecteurs du jeu. On peut penser qu'en période de crise, dans des compétitions mineures, dans beaucoup de pays où les salaires ont du mal à être versés, que certains, éventuellement joueurs, essayent d'avoir des compensations financières parce qu'ils ont des soucis. Ça, on le comprend, mais de toute façon, ça sera tolérance zéro. Le jour où ils seront pris, out. Footballeurs, arbitres, entraîneurs, dirigeants, tout le monde dehors. L'économie du sport n'est pas une économie banale. Elle présente la caractéristique en réalité de reposer sur des têtes d'épingle. Il y a très peu d'activités économiques qui en effet ont comme fondement une personne, voire une équipe très restreinte. Donc en fait, on fait reposer des résultats sportifs et donc des sommes d'argent considérables sur un nombre très restreint d'hommes et de femmes, souvent très jeunes et extrêmement vulnérables. Jean-François Guéraud est ancien responsable de la criminalité financière au sein des services de contre-espionnage français. Il est l'un des plus grands experts des paris sportifs et de leurs dérives. Il faut bien comprendre que dans tous les secteurs économiques où il y a beaucoup d'argent, il se produit un double phénomène. L'argent massif est une puissante incitation et en même temps une source d'opportunités considérable pour des fraudes massives. Longtemps, les fédérations sportives ont préféré nier l'existence des paris illégaux et des matchs truqués. Avec la multiplication des scandales, elles se retrouvent dos au mur. Nous vivons aujourd'hui un jour historique de la FIFA et du football. Nous avons ouvert notre porte aux autorités. Nous souhaiterions collaborer avec Interpol pour demander à toutes les polices du monde de mettre fin, ou du moins d'essayer de mettre fin à ces activités. Les paris illégaux et les matchs truqués sont devenus un phénomène mondial et un problème de criminalité mondiale qui requiert une réponse globale. C'est pourquoi Interpol a le devoir d'intervenir. En 2010, pendant le mois de la Coupe du Monde, Interpol a mené une opération à travers 4 pays d'Asie du Sud-Est. En un mois, il y a eu plus de 5000 arrestations et des maisons de jeu ont été fermées. Cela représentait plus de 2 milliards de dollars de paris en un seul mois. Le football est victime de son succès. C'est le sport le plus populaire au monde. Il suscite un intérêt incroyable et génère par conséquent des sommes incroyables. Les criminels étant ce qu'ils sont, des monstres d'avidité, ils ciblent toute activité qui puisse leur rapporter de grosses sommes d'argent. En Europe, les dossiers liés aux paris sportifs s'accumulent sur les bureaux des magistrats. Ici, en Belgique, un procureur est même chargé depuis un an de travailler le plus discrètement possible sur les matchs suspects. Il dirige une cellule unique en Europe. Elle est composée de policiers qui ont choisi de se spécialiser dans la fraude sportive. J'aimerais en savoir un peu plus sur le déroulement des paris sportifs lors de ce match. A-t-on parié sur des événements particuliers au cours de ce match, comme un carton rouge à telle minute ou un penalty à un autre moment, et toutes ces petites choses qui ne correspondent pas vraiment au déroulement logique d'un match.
Le travail de ces enquêteurs est délicat, car il s'agit d'infiltrer avec peu de moyens un monde fermé, celui du sport et principalement du football. D'en comprendre les rouages, d'essayer de saisir comment les paris peuvent modifier le cours d'un match. Le système des paris est très compliqué en soi. On parie sur tout et sur rien. Parfois, les gens pensent qu'on ne parie que sur le résultat d'un match. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Parce que maintenant, on peut parier sur n'importe quelle phase de jeu. On parie par exemple sur l'exclusion d'un joueur pendant une certaine période du match. On parie également sur le nombre de buts. À partir de là, il est très difficile de savoir ce qui se passe réellement pendant un match de football. Miser sur un carton rouge est illégal en France et en Belgique, mais c'est autorisé en Angleterre. Les États sont incapables de s'entendre entre eux. Ce flou à l'échelle européenne facilite les fraudes du crime organisé. Cette faiblesse du système est devenue une faille depuis 2007, car une révolution technologique a bouleversé le marché mondial des paris sportifs. Le live betting, ou la capacité de parier en direct pendant un événement sportif depuis son ordinateur. Live betting signifie qu'en fait, pendant une période de temps relativement courte, les 90 minutes d'un match de football ou les 2 ou 3 heures d'un match de tennis, vous aurez une masse de flux financiers venant d'un peu partout dans le monde sur des milliers de sites qui vont se concentrer. Quelle capacité de contrôle et surveillance a-t-on à ce moment-là ? Dans les années 70, la French Connection avait révolutionné le trafic de drogue avec ses chimistes. Depuis 5 ans, les organisations criminelles en Asie et dans les pays de l'Est ont recruté des mathématiciens hors pair afin de s'engouffrer dans toutes les failles que leur offre le live betting. C'est donc une guerre d'algorithmes, puissance de calcul, qui parie, comment, d'où viennent les paris, de quelle région. Mais il est évident que la détection des anomalies ne peut pas se faire uniquement par des outils informatiques. Il faut derrière ces outils informatiques des spécialistes. C'est donc par une combinaison d'outils humains et d'outils informatiques, les outils informatiques étant très chers et les outils humains étant très rares, que l'on peut obtenir une surveillance intelligente de cet univers qui est à la fois opaque, immédiat, transnational et d'une extrême fluidité. Cette guerre technologique a donné naissance à une nouvelle race d'enquêteurs. À mi-chemin entre le contre-espionnage et le hacking informatique, ces sociétés développent des logiciels ultra secrets. Sportradar est la plus importante de ces compagnies high-tech. En quelques années, elle s'est implantée un peu partout dans le monde. Chez Sportradar, nous surveillons l'intégrité des matchs pour l'UEFA depuis 2009. Nous surveillons en moyenne 40 000 matchs par an sur nos bases de données. Nous contrôlons environ 6 000 offres de paris par jeu et par jour. De manière générale, les paris sur le foot ont explosé ces 5 dernières années. C'est probablement dû à l'apparition du live betting et de l'intensité que cela procure. Pour vous donner une idée des sommes qu'il est possible de miser sur un match de foot, prenons l'exemple du marché asiatique, et plus spécifiquement un match de la Première Ligue anglaise. Il n'est pas impossible de miser 1 million de livres ou 1 million d'euros avant même le déroulement du match. On est donc pris dans une spirale de surenchère qui peut atteindre, pour une finale de la Ligue des Champions, c'est-à-dire le plus grand match européen, 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires sur le marché mondial, et ce sur un seul match. C'est une somme astronomique. La régie publicitaire des derniers Jeux Olympiques de Pékin a généré 900 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2 semaines d'Olympiade. Il n'a fallu que 90 minutes aux sociétés de paris sportifs pour atteindre sur Internet le 1 milliard d'euros avec le seul match FC Barcelone contre Manchester United. On comprend mieux pourquoi les organisations criminelles
se sont engouffrés dans un marché aussi porteur. Ne soyons pas naïfs, il est évident que des sites de paris en ligne peu ou mal contrôlés sont des puissants vecteurs pour du blanchiment de l'argent du crime organisé. Le blanchiment de l'argent du crime est une activité absolument cruciale pour les criminels. C'est une activité qui consiste à convertir donc de l'argent issu d'une activité criminelle, le trafic de drogue, la prostitution, le trafic d'armes, etc., vers l'économie légale. Cette perte est en fait un investissement. S'il n'y avait pas ce processus de blanchiment, il ne pourrait pas du tout utiliser cet argent. Dans le monde du crime, on considère que perdre entre 30 et 45% de ses revenus occultes pour récupérer de l'argent propre fait partie du business. La rentabilité du monde du jeu, et particulièrement des paris sportifs, a toujours été utilisée par le crime organisé pour blanchir son argent. Au début de la légalisation des paris sur le football, la technique était assez empirique et pourtant très efficace. Il suffit de prendre dans une liste de matchs de football une partie dont les cotes sont proches les unes des autres. 2,32 pour la victoire, 3,10 pour le nul, 2,70 pour la défaite. Quand un honnête hésite dans son choix entre le 1 de la victoire, le 2 de la défaite et le X du match nul, le criminel, lui, va miser 30 000 € sur les 3 cotes en même temps. Si le 1 de la victoire est le bon résultat, il va toucher 23 200 €. Si le X du match nul est le bon résultat, il va toucher 31 000 €. Si c'est le 2, il va toucher 27 000 €. Dans les 3 cas, le coût de son blanchiment pour avoir misé au départ ces 30 000 € ne dépassera pas les 23%. Bien mieux que le circuit classique du blanchiment, qui lui aurait pris entre 30 et 45% de son argent sale. Mais pourquoi prendre des risques, se sont dit ces criminels. Si je suis sûr que le résultat final sera le 2, pourquoi gaspiller de l'argent en misant sur le X ou sur le 1? Je parie tout l'argent que je dois blanchir sur le 2. Et c'est ce qu'ils ont fait. Les mafias ont donc décidé de blanchir leur argent en passant par l'État. Parce que c'est bien l'État qui verse l'argent au final. Mais comment y parvenir? En contactant des joueurs afin de les convaincre que le match doit se terminer de telle manière. Et en leur offrant de l'argent, beaucoup d'argent. Et bien entendu, en choisissant les bons footballeurs. Ces dernières années, le crime organisé a trouvé les bons footballeurs un peu partout en Europe. Depuis quelques mois, les procès s'enchaînent. 50 personnes inculpées en Belgique, 70 en Allemagne, 85 en Turquie, 50 en Grèce, 16 en Finlande, 9 au Royaume-Uni et en Suisse. Sous la conduite du super procureur Guido Salvini, l'Italie découvre un réseau gigantesque qui implique l'ensemble de son football professionnel. Le dernier scandale du football italien a émergé de manière bizarre et détournée. Au début, il ne s'agissait ni de paris, ni de matchs truqués, mais d'empoisonnement. Pendant un match qui se déroule à Crémone, Cremonese-Paganese, un match de la 3e division, certains joueurs de la Cremonese étaient amoindris, fatigués et ont eu du mal à jouer. Après avoir fait des analyses, on a découvert qu'on leur avait administré, sans doute dans les vestiaires avant le match, dans une boisson quelconque, un somnifère. Nous avons commencé à enquêter sur ce fait très étrange et, en partant des écoutes téléphoniques pratiquées sur les premiers suspects, l'enquête s'est étendue en faisant tache d'huile. Et elle a touché une série de personnes, des gérants d'agences de paris, des footballeurs, d'anciens footballeurs, des entraîneurs qui opéraient dans différentes parties d'Italie et sur énormément de matchs. Surtout des matchs de 3e et de 2e division, avec un mode opératoire qui était toujours le même.
convaincre certains footballeurs de jouer de manière à ce que le résultat du match soit absolument prévisible. Dans ces dossiers, le procureur Salvini possède des atouts qui font défaut dans la plupart des affaires en cours. Des preuves matérielles. Au début, peu de personnes sont sur écoute. Mais il y a Paoloni, un personnage clé de l'enquête. J'ouvre la porte, ils entrent, mais ne me disent pas « tu es en état d'arrestation » ou quoi que ce soit. Ils me disent « fais ta valise, on t'emmène à Crémone ». Paoloni est un personnage particulier. Paoloni est gardien de but. Par conséquent, il joue un rôle crucial. À lui seul, le gardien de but peut décider de l'issue d'un match. Sur le terrain, Paoloni est un bon gardien. Mais de toute évidence, il a un problème de caractère. Il est bien payé. C'est un goal qui a toujours signé de bons contrats, à plus de 100 000 € net par an. Mais il dépense beaucoup, et surtout de manière stupide. Il parie sur les matchs de tennis, il joue au tiercé, au poker en ligne, et il perd énormément. La vie du footballeur est une vie particulière. On le reconnaît dans la rue, partout où il va, on l'idolâtre. Ce sont des gens qui ont 20, 21 ans et qui ont tellement d'argent qu'ils ne savent pas comment le dépenser. Par conséquent, leurs amitiés jouent un rôle fondamental. Tout a commencé au mois de septembre de l'année dernière, quand j'ai rencontré Herodiani, qui avait et a encore aujourd'hui une agence de paris. Je l'ai connu et j'ai commencé à jouer chez lui, à crédit. Tu as dit, j'ai rencontré Herodiani, j'ai commencé à jouer chez lui à crédit et je suis devenu accro au jeu. Je pariais de plus en plus. Mais à un moment, ils t'ont demandé de faire quelque chose pour récupérer ce que tu leur devais. Oui. C'est là qu'a commencé ta descente. Oui, en effet, je l'ai connu en septembre. Jusqu'en décembre, j'ai pas eu de problème avec lui. Mais le 7 janvier dernier, il est venu avec une autre personne. Pirani, le dentiste, chez moi, à Crémone. Et ils sont venus à Crémone, moi j'étais à la maison avec ma femme et ma fille. Et ils s'amènent et Herodiani me dit que j'ai une dette de 100 000 € envers lui. Il me disait, du truc à 1 ou 2 matchs comme ça, il règle sa dette. Tout s'arrête et on est amis comme avant. Quand il a vu que je voulais pas faire ce qu'il disait, Pirani m'a amené un peu plus loin dans la chambre et il m'a montré une ordonnance médicale. Sur cette ordonnance, j'ai seulement vu qu'il y avait le nom de ma femme et qu'il y avait écrit Mignas. Et puis comme tout était en écriture cursive, j'ai pas réussi à le déchiffrer. J'ai vu ça et je lui ai dit, c'est quoi cette chose? Et il m'a dit, tu te souviens du match Cremonese-Paganese quand vous vous êtes senti mal? J'ai dit oui. Et il m'a dit, ce truc-là, c'est le produit pharmaceutique utilisé pour ce match-là. Moi, au début, j'y ai pas cru. Et puis après, je sais pas, il y avait le nom de ma femme. Je voulais pas... J'ai eu peur. Comme il y a cette ordonnance, t'as peur qu'il te fasse chanter, qu'on puisse t'accuser d'avoir mis toi-même le Mignas dans l'eau ou dans le thé. Oui, et donc à partir de là, je me suis fait 1000 films dans ma tête. Je me suis dit, il y a le nom de ma femme, ils vont remonter jusqu'à moi. Et à ce moment-là, je savais pas quelle était la bonne chose à faire. Donc à ce moment-là, tu décides entre guillemets de collaborer avec eux et d'essayer de solder ta dette par les paris. Oui. Donc tu te livres à eux en te disant, d'accord, voyons ce que je dois faire pour solder ma dette par le biais des paris. Et ils te demandaient des résultats sûrs. Ils me demandaient des résultats garantis. Imaginez
quelle peut être l'état psychologique d'un joueur qui, quelques minutes avant un match, reçoit sur son téléphone portable l'appel d'un inconnu qui subitement va lui décrire la vie privée et l'emploi du temps de son épouse ou de ses enfants. Voilà. Le sportif en question va se montrer d'une infinie souplesse. Voilà. Eh bien, ce n'est pas plus compliqué que ça. Les juges pensent qu'il fait partie intégrante de l'association, qu'il a approché de nombreux footballeurs, que beaucoup de footballeurs sont de mèche avec lui, qu'un mur d'omerta couvre non seulement Paoloni, mais tout ce qu'il y a derrière, et que ce n'est qu'un début. Et dans l'enquête de Crémone, Paoloni est même accusé d'avoir drogué l'équipe Mignas. Les magistrats de Crémone considèrent que sa maladie du jeu le poussait à parier sur tout et n'importe quoi. Elle l'avait rendu capable de tout, y compris de verser le Mignas dans l'eau de ses coéquipiers pour atteindre son objectif, c'est-à-dire gagner un gros pari. La plupart des preuves ont été obtenues grâce à des écoutes téléphoniques. Elles ont été faciles à obtenir parce qu'il n'y avait jamais eu d'enquête dans ce domaine, donc aucune méfiance. Et comme les différents suspects opéraient dans de très nombreuses villes, au moment crucial du pari et de la vérification du résultat à l'approche des matchs, ils se parlaient ouvertement et pas du tout de manière codée comme des trafiquants de drogue, par exemple. Kevin et Sissi étaient des étudiants chinois très populaires à la faculté de Newcastle. Nous avons découvert qu'ils organisaient des paris de matchs de football pour le compte de personnes non identifiées basées à Hong Kong et en Chine. En Angleterre, dans notre jargon d'enquêteur, nous avons un dicton qui dit « Si vous savez comment vivait la victime, vous saurez comment elle est morte ». Kevin, en particulier, cassait les tarifs. Il cassait la concurrence. Et il prenait moins cher que les autres membres des triades. Il montait des coups dans le dos des caïds, et ça n'a pas plu. Il en tirait beaucoup d'argent. En fait, il se mettait dans la poche une partie de l'argent qui aurait dû aller dans leur poche. J'ai travaillé sur plus d'une centaine de meurtres en Grande-Bretagne, mais j'ai rarement rencontré un tel degré de violence. Sissi a eu les mains et les pieds attachés dans le dos, enroulée avec du gros scotch encore et encore. Elle a été frappée à mort dans son lit, avec une arme contondante, peut-être une hache ou un marteau. Kevin a été traîné dans la chambre. Il avait plus de 70 blessures au visage et à la tête. Et sa gorge a été tranchée d'une oreille à l'autre. Ils avaient même torturé le chat, qu'on a retrouvé noyé dans un seau dans la salle de bain. C'est un caïd du crime organisé, Guang Weichao, qui a été reconnu coupable des meurtres. C'est le genre d'homme qui vous glace le sang. Il a été envoyé pour passer un message très clair, non seulement à Sissi et à Kevin, mais à tous ceux qui essaieraient de marcher sur les plates-bandes des triades. Vous comprenez ? Nous pensons que Chao travaillait pour des organisations criminelles qui opèrent au Royaume-Uni, depuis la Chine continentale et Hong Kong. Dès que l'affaire a été rendue publique, nous avons reçu des centaines d'appels pour nous dire que des ressortissants chinois se trouvaient dans telle ou telle manifestation sportive. Matchs de tennis, de cricket, de foot, matchs de première ligue, matchs de ligue mineure, tournois d'équipe réserve de 4e division. Vous voyez le genre de match avec seulement 4 spectateurs, dont 2 sont des Chinois pendus à leur portable en train de les commenter. Ils misaient sur pratiquement n'importe quoi. Les coups francs, les relances, les corners, n'importe quoi. Ça peut sembler bizarre,
Vraiment étrange. Mais c'est ça, le visage du crime organisé à grande échelle. En peu de temps, les réseaux criminels se sont parfaitement organisés. Les mafias bulgares et serbes ont appris à collaborer avec la Camorra italienne. La mafia turque domine en Allemagne, les Albanais en Belgique. Et tous ces réseaux mafieux européens ont rapidement tissé des liens et passé des pactes avec des intermédiaires des triades chinoises et des mafias de Singapour. Nous sommes allés en Chine pour essayer de mieux cerner l'organisation des paris illégaux sur tout le territoire. Et ceci tant en Chine continentale qu'à Hong Kong. L'étendue de cette activité illégale est vaste. Elle est à l'échelle de ce grand pays et de son immense population. Des millions et des millions de gens sont impliqués dans des paris illégaux. Nous voulions essayer de comprendre la nature de ces activités, y trouver un début de piste et, en effet, nous avons rencontré des membres des triades grâce à la police chinoise. Ce fut passionnant de découvrir leur mode de fonctionnement. Évidemment, les autorités et le peuple chinois sont très réticents à donner des informations à la police britannique. Passant sous la tutelle de la Chine continentale, Hong Kong est resté une plateforme financière internationale. Cette particularité s'est même accentuée avec l'explosion de la domination chinoise sur l'économie mondiale. Les paris sportifs sur les chevaux et le football y sont incroyablement populaires. Ils se chiffrent en dizaines de milliards d'euros par an. Si les autorités sont si nerveuses sur le sujet des paris, c'est que le modèle chinois a bien des secrets à cacher. J'avais affaire à Erodiani, mais Erodiani n'avait pas affaire à moi. Il s'appuyait sur d'autres personnes qui pariaient depuis l'Asie. Quand ces personnes m'ont téléphoné à la fin du match et qu'elles m'ont dit « Écoute, aujourd'hui tu nous as fait perdre 3 millions d'euros, 2 millions d'euros, 1 million d'euros en Asie. » Et les Chinois, moi je comprenais pas de quoi ils me parlaient. On est parvenu à un constat qui a fait sensation lors d'un match Atalanta-Piacenza. Le mécanisme en chaîne des paris concernait particulièrement les grandes plateformes de Singapour et de la Chine. Des centres de paris où le jeu illégal est extrêmement répandu. Là-bas, on peut jouer anonymement et sans qu'il y ait de traçabilité de l'argent misé par les parieurs. Eh bien, nous sommes arrivés à plus de 20 millions d'euros de mise pour un banal match italien. Mais comment ici à Hong Kong, les organisations criminelles peuvent-elles miser de telles sommes d'argent? Même avec des autorisations de mise illimitées, 20 millions d'euros ne peuvent pas passer inaperçus. Pratiquement tous les jours, on trouvait des nouveaux matchs. Pas de très gros matchs. En fait, surtout des matchs de deuxième division. Mais avec un mécanisme des paris en chaîne, un peu comme une boule de neige qui devient une avalanche. Même pour un match de série B joué, placé par les organisateurs italiens auprès de leurs référents, par exemple en Asie ou en Europe, et qui à leur tour font jouer des dizaines de milliers de clients, et ça finit par provoquer un mouvement financier qui atteint parfois plusieurs millions d'euros. Ces organisations criminelles ont à disposition une armée de réserve et elles vont demander à ces milliers de petites mains d'aller parier des petites sommes pour être en fait indétectables. C'est une forme de découpage, une manière de séquencer tous ces paris afin de les rendre indétectables. Les radars des sociétés de monitoring
sont dupés par ce subterfuge. Ces milliers de petits parieurs travaillent pour les triades chinoises qui règnent depuis des décennies sur les paris illégaux à Hong Kong et en Chine continentale. Ces hommes peuvent être mobilisés en quelques minutes en fonction des matchs et des trucages. Leur fidélité et leur dévouement sont absolus. Je suis bookmaker pour les paris clandestins. Ici, on nous appelle les petits bateaux. On est près de 10 000 à faire ce métier dans toute la Chine continentale et Hong Kong réunis. C'est les banquiers au-dessus de nous qui détiennent l'argent. Mon boulot consiste à noter les paris pour les banquiers. Et une partie de mon travail de petit bateau est de collecter l'argent et de le remettre aux banquiers. Non, on ne connaît pas les chefs. On ne parle qu'à notre supérieur. J'ai jamais demandé qui étaient les patrons et je ne veux pas le savoir. Avec le décalage horaire, les bars à Hong Kong et en Chine sont pris d'assaut la nuit pour suivre les matchs de football européens. Les parieurs se comptent par millions en Asie. Ils sont le paravent idéal qui cache les petits bateaux des triades chinoises. Le mec va parier sur beaucoup de matchs. Il s'en fout d'où, de qui, de quoi? Il se fout du pays, de l'équipe. Et il joue quand même. Parce qu'il aime parier. C'est comme ça ici. Je ne comprenais pas pourquoi je perdais. Je savais juste que j'étais sûr de mes mises au départ. Mais à la fin, je n'avais que des pertes. Chaque nuit, de minuit jusqu'à l'aube, sur des matchs en Europe ou en Amérique du Sud. Ça durait du matin au soir. Je pariais sur tous les matchs. Jouer me prenait toute mon énergie et je devais tenir des comptes. Chaque fois que je perdais, j'étais très tendu. Dès que j'avais de l'argent, je le transférais de mon compte en banque pour gagner plus d'argent et pouvoir essuyer mes dettes. Mais c'est un engrenage. Au point que chaque mois, quand je touchais mon salaire, je pensais déjà à comment j'allais miser cet argent pour qu'il me rapporte plus et me permette de payer mes dettes. Sur les 7 millions d'habitants de Hong Kong, plus de 200 000 personnes sont enregistrées dans des centres de lutte contre l'addiction au jeu. En 2011, une étude a démontré que 15% des jeunes entre 13 et 21 ans pariaient régulièrement sur Internet et sur le football. « 140 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur les paris illégaux et les matchs truqués dans le monde. On se demande forcément comment de telles sommes peuvent transiter entre les organisations criminelles et traverser les continents. Mais comme pour la drogue ou les ventes d'armes, dès que l'on s'approche de l'argent, le danger est grand. Kevin et Sissi, nés à Hong Kong et morts à Newcastle, l'ont appris à leurs dépens. D'autres en Europe aussi. Une question pour Monsieur Noble. Quelles sont les interconnexions entre les différentes familles du crime organisé dans les matchs truqués? J'ai répondu volontiers à vos questions jusqu'ici, mais à l'instar de mon collègue finlandais, je m'abstiendrai de répondre à celle-ci car elle pourrait influencer l'enquête en cours.
Un des systèmes que je peux citer est intéressant parce que c'est un système emprunté par des réalités criminelles tout à fait différentes, comme par exemple le terrorisme international. Le football n'a rien à voir avec le terrorisme international, mais il existe des mécanismes de transactions financières dans les domaines illicites qui sont les mêmes. C'est ce qui s'appelle en arabe la wala. Je veux faire parvenir de l'argent à quelqu'un à l'étranger. Je ne lui envoie pas l'argent. Quelqu'un qui est à l'intérieur d'une organisation donne cette somme à mon créancier et moi, en Italie, en revanche, je donne cet argent à l'autre membre de cette organisation. Moi, je donne en Italie et quelqu'un d'autre donne à l'étranger. De cette manière, l'argent ne bouge jamais. Il reste toujours à l'intérieur de chaque pays, mais il se déplace et de cette manière, on ne peut pas en suivre la trace. En Asie, il y a de tout, toutes les nuances. Il y a les sites légaux qui acceptent les paris de partout et sont protégés, comme à Singapour, Hong Kong, en Malaisie. Et puis, il y a les autres, qui sont plus difficiles à gérer et comportent des risques considérables, y compris pour les parieurs. Parce qu'on n'est jamais sûr de recevoir son argent, même quand on a gagné. Et cela, c'est la mafia qui est derrière. Pourquoi ? Parce que c'est un business tellement vaste et tellement rentable qu'au bout du compte, il y en a pour tout le monde. Il n'y a aucune limite. Surtout que dans ces pays, aucune loi n'interdit ce genre de choses. On peut parier de manière parfaitement légale sur tout ce qu'on veut. Il n'y a aucun contrôle de la provenance de l'argent, aucune traçabilité. On parie et c'est tout. On parie, on gagne, on perd, sans que personne ne vous demande d'où vous venez, pourquoi vous pariez, pourquoi vous misez autant sur tel match. Hong Kong a toujours été un grand lieu de paris sportifs à cause de la présence des triades. Et donc la rencontre sur un même territoire d'une place financière problématique et d'un haut lieu de paris sportifs constitue une originalité qui mérite d'être observée de très près. Hong Kong est une pièce à part sur l'échiquier mondial. Les paris sportifs sont illégaux dans toute la Chine et les triades en dominent le business. Mais il existe une exception. Il gère les courses hippiques depuis des décennies. Depuis 2003, il est autorisé à prendre des paris sur le football. Cette société de paris est seulement destinée aux 7 millions d'habitants de Hong Kong. Elle est pourtant devenue l'un des sites internet les plus puissants du monde. Mais avec quelle clientèle ? Le seuil de mise autorisé dépend du type de jeu, mais aussi bien évidemment de notre connaissance du client ou de notre méconnaissance du client. On ne peut pas agir de la même façon avec un inconnu. C'est pareil pour les sociétés comme Cathay Pacific ou HSBC. Une fois que vous avez établi une relation à long terme avec le client, vous pouvez lui accorder une limite plus importante. En matière de lutte contre le blanchiment d'argent, la notion d'effet de seuil est en effet absolument cardinale. On la rencontre dans le système bancaire, mais on le rencontre aussi pour les jeux sur les sites de paris en ligne. Plus le seuil est élevé, le seuil au-deçà duquel vous avez le droit, vous n'avez pas le droit de parier une somme de manière anonyme, eh bien ce seuil est essentiel. Si le seuil est très élevé, ça signifie qu'en réalité, vous avez une sorte d'autorisation légale pour blanchir de l'argent. Nous ne dévoilerons pas la somme que nos joueurs peuvent miser. Mais il faut comprendre que nous devons permettre à chacun de parier la somme qu'il souhaite. Il est évident qu'une personne avec un bas salaire ne misera pas aussi gros qu'un cadre d'une grande banque. Mais avec un chiffre d'affaires de 40 milliards l'an dernier, soyez assurés que nous comptons beaucoup de gros paris, mais aussi beaucoup de petits paris. Steve Wad, le flic de Newcastle, avait raison d'insister sur la démesure chinoise. Le marché légal est à peine contrôlé. Le marché illégal a pignon sur rue. Les deux permettent des mises illimitées sur tous les matchs se jouant dans le monde, des plus célèbres aux plus obscurs. Ce match-là, on va pas le gagner. Le boss donne l'ordre de ne pas gagner le match.
C'est ce genre d'infos que l'on entend. Ça veut dire que le match est déjà joué. Le résultat est réglé de l'intérieur. Alors je dis à mon pote, eh ben, jouons dessus. En Chine, certains parrains ont des liens avec nos dirigeants. Ils sont donc très puissants. Ils ont beaucoup d'influence et sont protégés par les autorités. Dans certaines régions de Chine, ces mafias sont très actives. Comme par exemple dans le sud-est. Je connais bien cette région. Nous avons découvert que de nombreuses personnes étaient impliquées dans les paris clandestins en Chine continentale. Ils utilisent même les plateformes de jeux basées à Hong Kong. Le marché des paris sportifs est tellement vérolé en Asie que le crime organisé international peut y développer son arsenal criminel en toute tranquillité. Les opérations policières lancées par Interpol avant chaque grand événement sportif ressemblent à s'y méprendre à des coups d'épée dans l'eau. La corruption est un fléau auquel nous sommes tous confrontés en Chine. Il y a beaucoup de problèmes à régler avant de pouvoir s'y attaquer. Les paris ne sont qu'un problème secondaire pour beaucoup de monde. En partant de peu, le footballeur, l'organisateur italien, le financier, le référent étranger, chacun empoche des gains. Et ça devient quelque chose qu'il faudrait réglementer. Tout comme on réglemente les informations secrètes sur les sociétés. En droit, cela s'appelle le délit d'initié. On n'a pas le droit de le faire avec les sociétés cotées en bourse ou qui ont des actions, et de tels comportements sont punis. Il faudrait aussi les sanctionner dans le football, car c'est devenu un véritable marché financier. Je pense que le sport est en danger. Et il ne s'agit pas que des Jeux Olympiques, il s'agit du sport en général. Ce que nous avons entendu ce matin est un message clair venant des gouvernements, venant des instances internationales comme Interpol et venant aussi des fédérations internationales. Tous disent que les paris illégaux et illicites menacent la crédibilité du sport. Cela ne concerne pas que les Jeux Olympiques. Nous avons une vision plus globale. Beaucoup d'États et beaucoup de fédérations sportives à travers le monde ont été lentes à comprendre et à percevoir la dimension frauduleuse de beaucoup de sports contemporains. Ça s'appelle tout simplement l'aveuglement. Sans avoir une vision trop idéalisée de ce qu'a été le sport dans la période prémoderne ou sous l'Antiquité, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, ces activités professionnelles, sportives professionnelles, deviennent de plus en plus un spectacle. Et quand un sport devient un spectacle, il connaît une forme de dégénérescence, de corruption. On a un exemple caricatural avec le catch. Aujourd'hui, plus personne ne pense que le catch n'est autre chose qu'un vaste trucage, une vaste dramaturgie un peu comique, très sympathique à regarder, mais ça n'est rien d'autre. Dans un monde où le pouvoir absolu de l'argent ne peut être endigué, tous les espoirs de victoire dépendent de l'intégrité du sportif. Il est au cœur du système, un maillon fragile sur lequel tout repose. Mais dans un monde où la corruption se chiffre en centaines de milliards, que reste-t-il des sportifs, de leurs efforts et de nos rêves ?